Bonjour à tous, je m'appelle Fat Cuira, je travaille à la société Terrasol. Et donc l'objet de cette présentation, c'est rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et donc l'idée c'est de faire une sorte de revue on va dire, des concepts usuels, usuellement pratiqués en bureau d'études, plus de point de vue géotechnicien, pour justement rendre compte de ces effets ou prendre en compte ces effets d'interaction sans-structure dans les problématiques de fondation. Alors, pour le sommaire, ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder la façon par laquelle on représente ou on essaie de modéliser la réponse d'une fondation isolée, donc la notion de raideur, les enjeux de l'ISS, les déplacements, les sollicitations, mais aussi ce qui gouverne ou qui contrôle la validité ou la pertinence de ce qu'on va fournir à l'ingénieur structure, c'est-à-dire ce qui nous a servi comme paramètre d'entrée pour évaluer ces raideurs, c'est-à-dire les paramètres de sol. Donc quelques mots sur les choix des modules notamment. Le cas des radiers d'allage, qui est un cas d'école parfait, parce que c'est un cas pour lequel le dimensionnement passe nécessairement par une approche ISS. Et puis la prise en compte du séisme dans tout ça. Alors, en guise d'introduction, donc l'idée, quand on aborde ce type de problématique, la première question, c'est où est-ce qu'on place la frontière entre le géotechnicien et l'ingénieur structure, entre le bureau d'études géotechniques, entre le modèle géotechnique et le modèle structure. Alors usuellement, cette frontière elle est placée au-dessus de la fondation, surtout quand il s'agit d'ouvrages, on va dire, sur fondation isolée, donc ça peut être une semelle ou un pieu. Et donc ça veut dire que l'ingénieur géotechnicien il va être amené à définir une réponse apparente de l'ensemble fondation plus sol. Donc cette réponse apparente, usuellement se traduit par une sorte de ressort, donc ou plusieurs, selon on va dire la complexité de chargement. Et puis après, on va avoir un schéma d'interaction qui laisse croire, en fait, quand on est amené à réagir, souvent on pense que c'est parce que le sol est non linéaire. En fait, très souvent, ce n'est pas la linéarité du sol intrinsèque. C'est surtout pour couvrir, on va dire, la faiblesse de cette représentation-là. Donc le fait que, par représenter le comportement d'un sol par un ressort, c'est quelque chose de limité. Donc parfois, on cherche à couvrir cette limitation-là par des allers-retours. Donc on va avoir un processus itératif dans lequel ces ressorts-là vont évoluer en fonction de la descente de charge, qui elle-même évolue en fonction des ressorts, etc. Donc quand il y a un processus itératif. Donc maintenant, pour définir ces ressorts-là, les concepts usuels, quand on parle de ressorts, déjà on parle d'un comportement qui est pseudo-élastique ou élastique. Donc on peut dire parfaitement justifié par le fait, en tout cas pour les problématiques de fondation, par le fait que les niveaux de sécurité qu'on se fixe dans le domaine de service au moins, ce sont des niveaux de sécurité qui permettent de justifier avec une approximation suffisante le fait qu'on est dans un domaine pseudo-élastique. Après, on peut effectivement affiner ce domaine pseudo-élastique et définir des raideurs ou on va dire une déformabilité du sol qui varie en fonction de l'amplitude de la charge. C'est clair que si je vais jusque-là, je ne vais pas avoir la même raideur que si je m'arrête à un dixième de la charge limite. Et donc, partant de ce concept-là, l'idée, c'est qu'on va chercher à définir une sorte de ressort apparent. Donc, quand on a une semelle superficielle, le concept usuel, en fait, l'intérêt d'une pas l'intérêt, mais en tout cas, la particularité d'une semelle superficielle, c'est qu'en fait, les modes, on va dire verticales, horizontales, sont découplés, en rotation sont découplés. Ça veut dire qu'on arrive à s'en sortir avec un jeu de ressorts indépendant. Donc, ce qui plaît à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'est que, par exemple, pour le tassement, on va définir une raideur verticale. Pour des problématiques thermiques ou pour les problématiques de poussée, on va définir une raideur horizontale. Et puis pour les problématiques de renversement ou d'excentricité de la charge, on va définir une raideur en rotation. Et donc, usuellement, le KV, on arrive à s'en sortir avec des modèles semi-empiriques, par exemple, le modèle de Ménard. Et puis, quand il faut aller statuer sur KH et KM, on peut faire appel à des modèles dérivés de la théorie de la cécité. Et il se posera là aussi la question du module. Alors, quand vous avez, par exemple, une fondation encastrée déjà, et puis le cas extrême, entre guillemets, c'est le cas d'un pieu, en fait, il y a, la représentation est un peu plus complexe, et cette complexité, entre guillemets, elle est liée à l'apparition de ces termes de couplage, au fait, qui traduisent le fait que finalement, quand j'applique une force horizontale, j'ai une rotation et inversement. En fait, ces termes de couplage, ils veulent nous dire simplement que le point de rotation, ce n'est pas celui-là, et le point de rotation, il est plus en profondeur. Donc ça veut dire déjà définir un ressort ici, ce n'est pas pertinent. En tout cas, pas des ressorts de ce type-là. Donc si on veut absolument se ramener à une configuration simple, l'idée, ça consiste à rendre compte du fait que le point de rotation, entre guillemets, est décalé. Donc on peut s'en sortir en plaçant par exemple les ressorts, non pas directement à la base de la structure, mais avec une barre rigide, donc à une certaine distance. La longueur de cette barre rigide dépend de ce terme de couplage, justement. Donc quand il n'y a pas de couplage, les ressorts peuvent être passés directement en tête. Alors maintenant, souvent là, je suis en train de parler de pieux, et souvent dans l'imaginaire des gens, c'est qu'un pieu, ça ne bouge pas.
Donc, ça n'est pas forcément quelque chose à tirer de l'interaction sur structure. Alors, je vous ai lu simplement quelques exemples qui permettent de mettre en évidence les enjeux de l'ISS vis-à-vis des déplacements déjà. Donc là, c'est l'exemple d'un pont roulant. Donc la poutre de roulement, c'est une poutre sur pieux. Donc les pieux ils descendent sur un horizon porteur. Quand je dis porteur, c'est-à-dire au sens de formalisme réglementaire vis-à-vis de la capacité portante, ELS, ELU, etc. Donc ça veut dire on respecte pleinement le niveau de sécurité usuel. Et quand on regarde les sondages disponibles depuis le début, ça veut dire que ce soit en phase conception, en phase exé ou en phase diagnostic, ben on se rend compte qu'en réalité, l'horizon porteur, ben effectivement, vis-à-vis du critère de 1,5 B qui apparaît implicitement dans les vérifications de portance, ben en fait, on est bon, mais par contre, on est complètement aveugle. Si on se limite à la question de portance, on est complètement aveugle par rapport à ce qui se passe au-delà. Et au-delà, justement, les sondages montrent systématiquement sous l'horizon porteur l'existence d'un horizon un peu plus lâche, donc de plus faibles caractéristiques et surtout d'épaisseur variable. Et sachant qu'en phase conception, en fait, la structure avait été conçue pour, on va dire, un déplacement, un tassement forfaitaire de l'ordre de 1 cm, ce qui correspond grosso modo à quelque chose de l'ordre de B sur 100, B étant le diamètre de la fondation. Alors quand on regarde ce qui s'est passé, au fait, durant la durée de vie, les 4 ans de mise en service où on a enregistré l'évolution du tassement, en fait, la poutre de roulement a accusé un certain nombre de désordres. Donc des déformations différentielles surtout, et ça c'est ce qui est affiché ici, ce sont les tassements au millimètre, donc enregistrés en 2005 et 2009. Et ce qui est intéressant, c'est la corrélation entre l'amplitude des tassements, la tendance, et la tendance qu'on a quand on regarde l'épaisseur de cette couche, de cet horizon lâche. Donc on a quelque chose qui varie entre 6 mètres et 1,50 m, le tassement varie entre 4 mm et 30 mm. En fait, là où c'est la plus tassé, c'est là où l'épaisseur, l'horizon lâche est le plus épais. Et donc, quand on fait des approches analytiques assez simples, des calculs de quantable pour voir, on prend la charge qui arrive en pointe et on essaie de voir la contribution de cet horizon lâche, on arrive à reproduire quelque chose de l'ordre de 0 à 3 cm, donc des compléments de tassement par rapport au tassement propre du pieu. Donc la moralité, c'est que la structure a été démontée, reconstruite et rejustifiée avec, c'est-à-dire les pieux complémentaires de fondation qui ont été mis en œuvre ont été justifiés exclusivement à l'ELS. Donc c'est-à-dire là, il n'y a pas de problème de portance ici. Alors, donc là on parlait de déplacement, il y a aussi la question de sollicitation. Donc quand on parle d'ISS, souvent les gens ils pensent qu'on s'inscrit dans une démarche, ce qui est vrai, hein, on s'inscrit dans une démarche d'optimisation vis-à-vis des sollicitations en tout cas. Et donc, la meilleure façon, le cas d'école, c'est de regarder des situations pour lesquelles la sollicitation, c'est un déplacement imposé. Donc, typiquement, des sollicitations d'origine thermique. Donc, l'exemple que je présente, ce sont des réservoirs à cigares couchés, donc enterrés. Donc, il y a un remblai compacté qui les entoure, une quarantaine de mètres de longueur et soumis à des dilatations thermiques dans le sens longitudinal, surtout celui-là qui nous intéresse. Quand on regarde la vue en coupe, ça veut dire que le fonctionnement, ça va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Vous avez 2 points d'appui. Donc des points fixes vis-à-vis du comportement vertical, vis-à-vis du tassement, et puis vis-à-vis du comportement latéral, il y a un point fixe. Et donc il est clair que si on imagine que ce point-là est infiniment fixe ou infiniment rigide, si on imagine que finalement le fait que le réservoir soit enterré, il est capable sous l'effet de la dilatation de mobiliser du frottement, si le point est infiniment rigide, il va se prendre un effort résultant qui correspond à tout le frottement disponible ici. En réalité, donc, le point fixe en question, c'est une fondation sur pieux, donc 4 pieux en l'occurrence. Et quand on regarde le comportement d'un pieu sous chargement latéral, en fait, quand on met un pieu, c'est surtout parce qu'on a des horizons de faible compacité sur les niveaux supérieurs. Donc on va aller chercher un horizon porteur en profondeur, mais en fait cet horizon porteur, il nous apporte strictement rien vis-à-vis du comportement latéral. Donc en général, les ordres de grandeur, c'est quelque chose de l'ordre de 3 à 6 fois le diamètre pour équilibrer la charge horizontale. Ça veut dire que la raideur que je vais ressentir latéralement sur un pieu ou sur un groupe de pieux, il est essentiellement contrôlé par ce qui se passe sur les premiers mètres. Ça veut dire dans des terrains qui sont de faible compacité. Ça veut dire que ça se déforme, ce n'est pas infiniment rigide. Et donc quand on regarde l'analyse, on fait une analyse, ça veut dire, j'ai appelé ça sans ISS, en fait. Ça veut dire qu'on imagine que le point est infiniment rigide, point fixe. L'effort qu'on reprend par pieu, c'est de l'ordre de 160 tonnes par pieu. Donc pas de conception. Et si on affine un peu l'analyse, et en introduisant donc la raideur qui correspond à la déflexion du pieu et la réaction latérale mobilisable sur la zone d'influence, on arrive à un effort qui est 2 fois plus faible. Donc on permet d'optimiser.
Donc évidemment, tout ça, ça a un coût, et le coût, c'est de caractériser, on va dire, de façon pertinente et correcte la déformité du sol. Donc les exemples que j'ai présentés, par exemple cet exemple-là, la déformabilité du pieu a été principalement, on va dire, caractérisée par des modèles semi-empiriques dérivés directement du pressiomètre. Donc ça veut dire on s'affranchit de l'étape interprétation. On a un module pressiométrique, imaginons que la mesure est pertinente, je l'utilise et j'ai un modèle pour l'alimenter. Maintenant, quand on va s'intéresser à des problématiques un peu plus complexes, typiquement les cas par exemple des radiers ou des fondations mixtes, on va être confronté à des modèles qui demandent de renseigner une propriété, par exemple généralement, on parle de modules de déformation à considérer pour le calcul. Et donc là, on sort des points de repère qu'on a pour le cas d'un pieu isolé ou dans le cas d'un pieu sous chargement latéral ou vertical ou une semelle isolée. Donc l'idée, c'est que le principe de base, c'est de caractériser cette déformabilité-là en fonction, en cohérence avec l'amplitude de la sollicitation induite par l'ouvrage. Et c'est exactement ce point-là qui permet de faire la transition entre les différents ouvrages. Ça veut dire que pour un écran de soutènement, on serait en mesure de considérer des modules qui sont plus forts que pour une problématique de fondation et voir la transition vers des problématiques sismiques. Donc dans le sous-séisme, on a des niveaux de déformation qui sont plus faibles. On va recevoir des modules qui sont plus forts. Alors, pour illustrer les enjeux, là, je vous présente c'est juste la problématique de tassement. Donc, 3 immeubles de grande hauteur. On est sur le site de la Défense. L'essentiel, on va dire, de la déformabilité ou la problématique de tassement est essentiellement contrôlée par ce qui se passe dans des horizons qui sont situés à une trentaine ou vingtaine de mètres de profondeur. Donc, c'est des argiles raides, fausses glaises, argiles plastiques, épaisseur cumulée de 20 à 30 mètres. Et l'idée, c'est que si on suit ce raisonnement, en toute rigueur, je ne dois pas considérer le module. Ça veut dire le module ici, si on dit que cette tour-là, elle est plus lourde, la plus lourde des trois, le module ici doit être plus faible que là, et celui-là, il doit être plus faible que ce que je dois considérer pour la tour A. Et c'est la marge de progression, si on doit affiner l'analyse, elle est dans le choix de ce module. Donc, si je prends l'exemple de la tour A, là, je me suis amusé, donc sur le côté géotechnicien, le point de départ, en tout cas dans les dossiers géotechniques français, c'est un module pressiométrique. Et donc, ce qu'on cherche à faire usuellement, c'est d'extrapoler ce module pressiométrique vers un module qui est cohérent avec les déformations qui nous intéressent. Donc, je regarde ici différents rapports différentes valeurs du rapport E sur EM. Je fais varier de 1,5 à 6 et je fais un calcul avec, on va dire, un modèle de traitement élément fini 3D et puis un modèle analytique de quantable boussinesque. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'en affinant le choix du modèle, ça veut dire en utilisant du Plaxis au lieu du boussinesque, on gagne au mieux de 5 à 20%. Voilà le gain, la marge de progression. En réalité, en affinant le choix du paramètre d'entrée, il y a un rapport de 1 à 3 sur le résultat. Donc c'est là-dessus qu'il y a la marge de progression. Donc ça veut dire qu'en réalité, on se lance dans une démarche ISS. Ça nécessite un investissement, entre guillemets, dans l'investigation, mais surtout dans l'interprétation géotechnique. Alors, ce qui me ramène au cas des radis d'allage, parce que typiquement, ce sont des ouvrages pour lesquels il n'y a pas de modèle semi-empirique. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par des solutions dérivées de la théorie de la cécité ou des modèles numériques qui demandent de caractériser de façon, entre guillemets, intrinsèque cette déformabilité du sol. Donc, cas des radis d'allage, les modèles usuels, on peut dire le cas extrême, c'est un calcul élément fini 3D, donc où les massifs, le volume de sol est maillé, donc tout est maillé, y compris l'élément de fondation. Et puis, on peut aussi utiliser des modèles hybrides. Donc, ça veut dire qu'on ne va mailler que l'élément de fondation. Et le massif de sol, je continue à utiliser des solutions dérivées de la théorie de la cécité. Et s'il y a des non-linéarités, typiquement de la plastification en surface ou des décollements, je vais la concentrer au niveau de l'interface. Donc, toutes les linéarités sont concentrées au niveau de l'interface. L'élément de fondation, l'élément de, on va dire, discrétisation de l'élément fini. Le sol, par exemple, avec des solutions de boussinesque ou des solutions dérivées de la théorie de la cécité. En tout cas, quel que soit le modèle, l'idée, c'est qu'on finalement, on va avoir quelque chose qui permet d'appréhender le comportement d'un radier sous un chargement localisé. Voilà. Et le sol étant matérialisé par un milieu continu stratifié. Donc, à minima, un module de Young et un coefficient de Poisson, on peut aller plus loin. Et puis, on cherche à sortir de ça une représentation de type ressort. C'est ce qu'on va nous demander le bureau d'études structure, qui va permettre d'alimenter un modèle structure global et voir les efforts et réactualiser éventuellement la descente de charge sur le radier et reboucler, c'est nécessaire. Alors, le meilleur cas d'école, c'est le cas de réservoir de bassin circulaire. Donc là, la photo que je montre, c'est le réservoir de Dunkerque. Ce n'est pas forcément celui que je vais vous illustrer après. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'un réservoir circulaire, vous avez un bassin circulaire, vous avez une charge en partie courante de forte amplitude.
Donc c'est la charge de liquide, par exemple, qui a emmagasiné. Et puis vous avez des charges périphériques dans un bassin en béton armé, c'est les voiles périphériques. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, quand la charge répartie est de forte amplitude, sur un massif multicouche, en tout cas sur un milieu continu, la flèche que je vais obtenir, c'est une flèche qui est vers le bas. Et ça veut dire que je vais avoir une courbure qui tend à mettre la fibre inférieure en traction. Et quand on regarde la représentation de ce type-là, donc on nous demande un ressort uniforme, en réalité, la charge répartie ne travaille pas dans ce calcul-là. Elle va conduire simplement à un tassement, une translation uniforme. Donc zéro moment. Et en fait, la seule chose qui produit de la sollicitation dans le radier, dans ce type de modèle, ce sont les efforts périphériques. Ce sont les efforts dus aux voiles périphériques. Donc quand on fait l'analyse, on peut mettre tous les ressorts qu'on veut, on n'arrivera jamais à reproduire déjà le bon signe de moment. Donc à gauche, vous avez ce qu'on obtient. Donc là, c'est un réservoir plein. Ça veut dire que c'est la charge du liquide qui contrôle au fait la courbure. Donc on a une cuvette de tassement, rien de surprenant, une cuvette de tassement avec une valeur maximale à l'axe. Et puis on a un moment positif dans la convention qui est considéré. Moment positif, ça veut dire fibre inférieure en traction, fibre inférieure tendue. On regarde à droite. Donc là, on a pris quand même la peine de mettre le bon ressort dans la mesure où ça reproduit la bonne amplitude de tassement, de quelque chose de l'ordre de 4 cm. Pareil ici, 4 cm. Mais en réalité, le moment est de signe inverse. Donc si on augmente le coefficient de réaction, on le diminue, on va simplement agir sur l'amplitude de ce moment, mais sans changer son signe. En fait, ce qui manque dans cette représentation-là, c'est le fait déjà sous une charge uniforme, ça veut dire en l'absence de voile périphérique, il faut qu'on puisse reproduire des sollicitations dans le radier. Et pour les reproduire, ça veut dire la seule façon, vous avez une charge uniforme, vous voyez qu'il y a une cuvette, c'est-à-dire implicitement, si vous ramenez la contrainte appliquée sur le tassement, c'est-à-dire un contraste de coefficient de réaction, un contraste de ressort. Donc le ressort entre guillemets, que je dois mettre là, il doit être plus faible que celui que je dois mettre là si je veux reproduire cette courbure-là. Donc comment on peut faire en pratique ? En pratique, très souvent, on arrive à s'en sortir avec 2, voire 3 zones de ressort. Ça veut dire distinguer la partie centrale, la partie périphérique, éventuellement une partie intermédiaire. Et l'idée, une façon de faire, c'est sûr que ça ne couvre pas toutes les situations, mais l'idée c'est que ce contrôle-là se fait de côté géotechnicien. Donc, ça veut dire qu'on a à disposition un outil qui permet de juger de la pertinence du ressort avant de le donner à l'ingénieur structure. Très souvent, on n'a pas forcément de rebouclage. Donc, et quand je dis juger de la pertinence, le critère, ce qui nous intéresse, l'ingénieur structure, il n'a pas besoin de calculer le tassement, c'est nous qui le calculons. L'ingénieur structure, il a besoin du ressort pour calculer les sollicitations. Donc ce sont surtout la pertinence vis-à-vis des courbures et des sollicitations, les tassements différentiels qui comptent dans l'analyse, dans le calage. Donc là, l'exemple d'une fondation, de la fondation d'un IGH. Donc là, c'est la vue du radier, donc c'est la tour Majonga, donc elle est déjà construite. Et l'idée, c'est que dans cette démarche de calage, on s'est rendu compte évidemment que c'est ce qui rend l'analyse un peu plus complexe. Il n'y a pas que la rigidité du radier qui va contrôler ces effets de bord, qui va contrôler la distribution de réactions sur le radier, c'est aussi la contribution de la rigidité de la superstructure. Dans le modèle géotechnique, cette superstructure est absente. Donc là, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu s'en sortir en mettant une sorte de EI équivalent qui a été fourni par l'ingénieur structure. Donc on a pu profiter du fait que c'était dans la même tour. Et donc, en fait, l'idée, c'est que finalement, on a rigidifié au niveau droit du noyau l'inertie, on a augmenté l'inertie du radier de manière à reproduire l'effet de la rigidité de la superstructure, en sachant que si j'avais considéré le radier seul, j'aurais obtenu cette flèche-là. Une fois le calage obtenu, ça veut dire, quand je dis calage, ça veut dire entre un calcul structure et un calcul géotechnique, géotechnique en vert, structure en bleu, qui donne des choses comparables. En fait, on aboutit à cette répartition-là. En partie courante, j'ai 3 MPa par mètre. En partie périphérique, 3 fois plus. Alors, on aurait pu s'affranchir de cette... évidemment, ce calage-là que je vous montre ici, ce travail-là, il est valable pour un cas de charge donnée. Et ce qui est surtout embêtant, c'est de voir qu'on est dépendant, surtout qu'on a des superstructures, qui ont une certaine rigidité, on est dépendant de la rigidité de la superstructure. Donc, si on veut s'affranchir de ça, une façon de faire, ça pourrait être je rebondis sur ce qu'a évoqué Luc tout à l'heure, on pourrait par exemple faire appel à des notions un peu plus innovantes de type matrice de souplesse. Donc ça veut dire on va faire la coupure sous le radier, non pas au-dessus. Donc ce que je vais utiliser dans mon modèle, c'est sous le radier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir pianoter le modèle géotechnique et regarder sous l'emprise du radier quand je sollicite une zone donnée. Donc on peut imaginer un découpage assez grossier. En fait, la densité de découpage influe peu. Donc un découpage 10 x 10, j'applique là et j'appuie là et je regarde l'évolution, la propagation des tassements sur les différentes zones, sur les différentes zones de découpage. Et ça me permet pour chaque calcul, donc il y a un N calcul à faire, et pour chaque calcul,
ça me permet de regarder les tassements qui en résultent et de construire cette matrice-là. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai construit ça, en fait, j'ai quelque chose qui ne dépend pas de la descente de charge, qui ne dépend pas de la régie de radier ni de la structure, et je peux fournir ça à l'ingénieur structure comme étant, voilà le modèle de sol. En fait, c'est quelque chose qui peut être mis dans un Excel, et l'ingénieur structure va itérer avec cette matrice-là, qui représente le modèle géotechnique, plutôt qu'itérer avec le géotechnicien. Et ce qui est parfaitement adapté si, par exemple, les deux interviennent dans des phases complètement décorrélées. Alors, on peut faire quelque chose qui fait un peu moins peur, en faisant la coupure non pas sous le radier, mais au-dessus. Donc, ça veut dire que vous avez un radier avec des poteaux, et ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la réponse, donc côté géotechnique, c'est la réponse du radier plus le sol. Et ce que je vais venir pianoter, au fait, ce sont les empreintes des zones d'appui. Donc ça veut dire que je limite le nombre de degrés de liberté. Donc là, je vais avoir un certain nombre d'appuis bien limité. J'appuie là et je regarde la propagation sur les différentes zones. Et ça me permet là aussi de construire une matrice de souplesse qui représente cette fois-ci le comportement du sol plus radier. Donc ça veut dire la démarche, le processus ISS, c'est que je pars d'un modèle de ce type-là. En pianotant les différentes zones d'impact ou les empreintes de la descente de charge, ça me permet d'avoir la matrice de souplesse au point d'appui. Et après, dans le modèle structure, évidemment, ce qu'on va rentrer, ce sont des ressorts qui tiennent déjà compte du radier, donc ça veut dire qu'ils sont placés au-dessus du radier. Donc c'est des ressorts ponctuels. Et donc, une fois ça a convergé, ça me permet d'avoir une descente de charge définitive et je vérifie avec ça les sollicitations dans le radier, je peux faire ce que je veux avec. Et donc, le passage vers les sollicitations sismiques, en fait, je me suis un peu forcé de présenter que des concepts qui sont parfaitement extrapolables vers les sollicitations sismiques. Ça veut dire qu'en réalité, dès qu'on cherche à s'intéresser à des approches qui sont plutôt dérivées de la théorie de la cécité, on se rend compte que la continuité avec les modèles parasismiques ou les modèles qu'on utilise dans les conceptions parasismiques, la transition se fait de façon beaucoup plus douce. Et donc l'idée, c'est que finalement, quand on s'intéresse à des sollicitations sismiques et qu'on s'intéresse au phénomène d'interaction sur structure, on distingue deux catégories. La première, on va dire, deux phénomènes. Le premier phénomène, il est plutôt lié à ce que j'ai incorporé dans le sol. Donc j'ai un sol avec une certaine rigidité et j'ai incorporé dedans en fait, quelque chose qui est une rigidité différente. Donc je crée un contraste de rigidité. Donc ça peut être lié par exemple à une fondation encastrée, la présence de sous-sol par exemple, comme ça peut être lié simplement à l'incorporation d'éléments rigides de type pieux ou inclusion. Cette incorporation va dans certains cas modifier on va dire le signal. Donc le cas par exemple d'une fondation encastrée, fortement encastrée, que j'ai le signal de l'action sismique sur la structure. Et dans d'autres, par exemple le cas des pieux, on néglige très souvent la modification de l'action sismique, mais ce qui a lieu de prendre en compte, c'est que ce contraste de rigidité va conduire à des sollicitations additionnelles sur les pieux. Et puis on a un autre phénomène, c'est lié au fait que la structure a une masse, donc elle reçoit une excitation dynamique, elle devient elle-même une source d'excitation avec une fréquence bien précise, qu'en fait c'est son contenu fréquentiel qui va travailler, et donc elle va renvoyer des forces d'inertie vers les éléments de fondation. Et là, ce qu'on appelle, ce qu'on entend souvent par l'interaction inertielle, en réalité, c'est la qualification de la réponse des fondations ou la prise en compte de la souplesse des fondations sous l'effet des forces d'inertie ramenées par la structure. Donc, dans le cadre d'une analyse linéaire, donc on abordera les effets non linéaires cet après-midi, on peut, on va dire, aborder les deux phénomènes de façon séparée. Donc, ça veut dire on peut regarder les effets cinématiques d'un côté, donc on regarde juste les effets liés au contraste de rigidité. Donc, ça veut dire ici, je mets simplement l'empreinte de la structure sans masse. Et les effets inertiels, à ce moment-là, je regarde simplement, je qualifie la réponse dynamique de la fondation sous l'effet d'un torseur représentatif des forces d'inertie amenées par la structure. Et puis le modèle structure, il va prendre en compte dans une analyse ISS, plutôt que de faire un calcul sur base encastrée où je vais avoir de la souplesse à la base de la structure, et puis je vais avoir une action sismique qui est modifiée, donc par effet cinématique. Alors quand on parle d'effet cinématique, typiquement de situations qu'il y a lieu de regarder quand vous avez par exemple des fondations qui sont surélevées. Donc typiquement le cas de cette structure-là, donc vous avez, c'est un barrage hydroélectrique, vous avez des piles qui sont descendues au rocher, et puis vous avez une culée, donc il y a des appuis qui sont au rocher et une culée qui sont sur un versant meuble. Donc en plus du fait qu'il y a vis-à-vis des effets inertiels et une raideur qui est différente, à considérer au niveau des appuis profonds et au niveau de la culée, il y a en plus le signal est différent. Donc ça veut dire qu'en réalité l'action sismique à considérer ici, ou la force sismique à considérer ici est différente. Donc là c'est une interaction cinématique qui conduit donc à considérer une amplification du signal au niveau d'un des points d'appui. Et donc on peut gérer ça par des formalités de type fonction de transfert, etc.
L'autre situation, c'est donc ça c'est quelque chose qui est rapporté par Alain Pecker et qui consiste à dire finalement si j'ai une structure qui est encastrée, bah là en fait ça serait plutôt en général une atténuation du signal. Donc je rigidifie cette zone-là et je vais observer une atténuation, mais en parallèle ce que je vais observer, ça c'est quelque chose qui est souvent ignoré, c'est le fait d'avoir rigidifié au fait le sol sur cette partie-là. Ce que je vais provoquer, c'est l'action sismique, en plus d'être une accélération horizontale, il y aura une rotation. Donc ça, c'est un point qui est souvent ignoré. Mais néanmoins, là, par exemple, c'est une centrale en Californie, 1976-77 de mémoire. Et là, ce qui est représenté ici, c'est ce qui a été enregistré en champ libre, ça veut dire d'un point très éloigné de la structure, et ce qui a été subi par la structure. Donc on voit en fait une atténuation notable de l'accélération subie. Alors, et puis le cas d'une fondation profonde, c'est le cas extrême d'une fondation encastrée, mais là, c'est plus les sollicitations que vont subir les éléments de fondation profonde. Donc ils se retrouvent connectés en tête à une structure qui vibre avec sa fréquence propre, et puis en même temps ils sont immergés dans le sol, donc il y a des sollicitations qui sont liées au fait qu'il y a une vibration propre au massif de sol. Donc ça c'est des choses qu'on peut usuellement aborder de façon séparée, ça veut dire tant que les fréquences d'excitation ou fréquences propres du massif de sol et de la structure sont décorrélées ou éloignées, on peut aborder la chose de façon séparée, donc en regardant la réponse aux les sollicitations dans le pieu qui sont d'origine inertielle et les sollicitations qui viennent dans le pieu et qui sont d'origine cinématique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pleinement décrit dans le guide, le cahier numéro 38 de l'AFPS. Alors, donc si je fais un focus sur les effets inertiels, donc ce qui est recherché souvent en fait dans cette analyse-là par rapport à une analyse qui serait basée sur le spectre de calcul, ça veut dire on imagine une structure sur base encastrée et tous les effets bénéfiques d'amortissement et de souplesse liés à la fondation les intègre de manière forfaitaire, coefficient de comportement, etc. Bah, si maintenant j'aborde la question de l'ISS, donc je vais partir plutôt sur le spectre élastique, et à ce moment-là, l'idée c'est quand j'introduis de la souplesse, bah, j'augmente en fait j'allonge la période propre. Donc j'ai diminué la fréquence et là l'idée c'est que souvent on se retrouve dans ce palier-là ou sur la pente descendante, il y a un effet bénéfique sur le dimensionnement. En tout cas sur le plan calculatoire. Et donc l'idée c'est que on peut apprécier cet effet-là par des modélisations analogiques assez simples. Donc ça c'est juste pour un peu avoir les ordres de grandeur. Donc on peut assimiler par exemple la structure. Donc quand il y a un calcul sans ISS, c'est simplement une barre rigide et un ressort et un amortisseur. Donc ça c'est le taux d'amortissement propre de la structure. Ça, c'est la raideur propre de la structure, et ça, c'est sa masse. Et donc, en réalité, le K0 est directement lié de la période propre et de la masse. Et puis, si maintenant on fait un calcul avec ISS, avec interaction sur structure, je vais introduire quelque chose à la base de cette barre rigide, donc une raideur en rotation, une raideur en translation, un amortissement, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ça, j'ai créé un nouvel oscillateur. Donc, il a une nouvelle identité. Donc, la masse ne change pas, mais la raideur, l'amortissement change. Et donc, vis-à-vis de la lecture de spectre élastique, ça va changer. Mais vis-à-vis de l'analyse linéaire directe, on aura donc un comportement différent. Donc, l'idée, c'est de voir, par exemple, vis-à-vis de ce phénomène d'allongement des périodes propres, comment ça évolue. On se rend compte quand on met en œuvre, on met en équation en fait, ce système-là et on essaie de qualifier sa période équivalente ou sa période propre équivalente. On se rend compte finalement pour que l'effet ISS a un effet significatif sur l'allongement des périodes propres, il faut que la structure soit suffisamment massive, il faut que le sol soit suffisamment mou, et surtout que la structure soit suffisamment élancée. Donc plus c'est élancé, plus le sol est mou, et plus la structure est massive, ce qui est représenté ici par la densité, plus c'est intéressant. Donc typiquement, par exemple, des structures très rigides, des installations industrielles en béton armé, etc. Et puis quand vous avez des structures métalliques, donc très peu massives, sur un sol de surcroît de bons caractéristiques, en général, on se rend compte quand on fait cet exercice-là qu'il y a très peu d'intérêt à aller chercher de l'interaction sans structure. Il y a aussi évidemment un autre effet, c'est l'amplification de l'amortissement. Donc, surtout si on va chercher des formalismes de type fonction d'impédance, on se rend compte que ces approches-là permettent de retourner au fait des effets d'amortissement radiatifs et non pas matériels qui sont très bénéfiques. Donc ça aussi, c'est un effet bénéfique sur le dimensionnement. Alors, juste pour illustrer mes propos, donc ça c'est le cas. Donc le cas s'oppose évidemment quand vous avez un ouvrage existant et que vous cherchez à le rejustifier sous un séisme réévalué. Donc là, évidemment, à part une optimisation calculatoire, on ne s'en sort pas. Donc ça, c'est le cas d'un silo existant sur radier général. Et ce que je veux montrer ici, c'est on part de la résistance disponible dans le radier et on regarde le déficit d'armature. On fait un calcul avec ISS, comme ce que je viens de montrer, un calcul sans ISS, et là on se rend compte que finalement
le calcul sans ISS conduit donc à un déficit d'armature, donc il faut renforcer le radier. Et quand on introduit de la souplesse, les effets d'amortissement, etc., on arrive à démontrer la résistance du radier sous l'effet du séisme réévalué. Alors, comment aborder donc, cet effet inertiel? Donc, côté géotechnicien, côté ingénieur de sol, ça va se traduire par la qualification d'une raideur. Donc, j'insiste sur le fait que en fait, les formalismes qu'on pratique en statique, ils sont parfaitement extrapolables à condition de mettre le bon paramètre. Ça veut dire, en l'occurrence, le module. Donc là, j'ai mis G parce qu'usuellement, sous séisme, on travaille avec un G, j'aurais pu mettre E. Mais en tout cas, l'idée, c'est j'ai mis G, un coefficient de Poisson, et ce G-là, il faudra le choisir en cohérence avec le niveau de déformation qu'on a effectivement sous séisme. Donc là, ce que je vous donne, c'est simplement la transposition de ce qu'on a de la solution d'élasticité, qu'on appelle souvent formule de Gazettas, en fait, la théorie de l'élasticité dans le cas d'une fondation rigide, et puis avec un facteur de forme qui tient compte de la stratigraphie, la forme de la fondation, etc. Ce qui est surtout intéressant à souligner, et ça c'est un point de repère qu'on perd assez souvent, c'est la profondeur d'influence. On a surtout là en tête la profondeur d'influence sous chargement vertical, vis-à-vis des déformations, j'entends. Et sous chargement horizontal, c'est toujours utile de rappeler que horizontal et surtout en basculement, que la profondeur d'influence est très limitée. Donc ça veut dire la caractérisation de ce jet-là, en fait, elle doit se faire sur des profondeurs qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on doit considérer vis-à-vis de comportement vertical. Alors, donc ça, c'est une approche, on va dire, pseudostatique. Donc on imagine simplement un comportement pseudostatique du sol, on fait abstraction des effets dynamiques et on remplace simplement le paramètre de sol par quelque chose qui est compatible avec le niveau de déformation. On peut affiner l'analyse en tenant compte du fait que finalement un sol, il a un effet de masse, il a une identité dynamique. Quand on vient le solliciter avec quelque chose de dynamique, en fait, il ne réagit pas de la même manière qu'en statique. Et en l'occurrence, si on applique un signal qui est variable, on va se rendre compte qu'à la sortie, on a quelque chose dont l'amplitude varie avec la fréquence. Et plus important encore, c'est que même si je mets à zéro, je prends zéro comme amortissement matériel, intrinsèque, j'obtiens quand même un déphasage entre l'entrée et la sortie. Ce qui signifie qu'il y a un amortissement toujours, en fait, dans le apparent, et ce qu'on appelle l'amortissement radiatif ou géométrique, c'est-à-dire les ondes se propagent et ne reviennent pas. Donc une partie des ondes se propage et ne revient pas. Donc ce sont ces amortissements radiatifs qui vont se révéler très bénéfiques quand on va aller chercher les fonctions d'impédance. Simplement, il faut savoir les contrôler. Alors, ça veut dire que d'un point de vue pratique, quand on va faire ce type d'analyse, on va se retrouver avec une raideur et un amortissement, un taux d'amortissement qui est variable avec la fréquence. Donc ça veut dire qu'il y a un processus itératif. En général, c'est géré côté, on va dire côté modèle structure. Ça veut dire que ce qu'on va fournir de modèles géodynamiques, ce sont des fonctions d'impédance qui traduisent la variation de la raideur et de l'amortissement avec la fréquence. Après, l'ingénieur structure va itérer avec ces fonctions d'impédance de manière à faire coïncider la fréquence de conception avec la raideur piochée sur la fonction d'impédance. Alors, quand on regarde les bases d'analyse, et ça c'est quelque chose, personnellement, je constate très souvent dans les bureaux d'études structure qui se pratiquent, on dit finalement on a les solutions de Deleuze, on prend les formules les fonctions d'impédance et on joue avec ça, sachant que on garde toujours en tête, de toute façon on va faire un calcul en fourchette, donc ça permet de couvrir tous les effets liés à la stratigraphie, au contraste de rigidité, ce qui est tout à fait valable effectivement vis-à-vis de la question de raideur et dans une approche pseudostatique. Mais quand on s'intéresse aux effets dynamiques, il faut faire très vigilant par rapport à ça, parce que pour la simple raison que ces formules-là supposent un sol homogène, infini. Et donc ça veut dire que les effets d'amortissement radiatif dont je parlais, qui simulent le fait qu'il y a une partie de train d'onde qui part et qui ne revient pas, en fait il est au maximum. Et donc quand on regarde, donc ça c'est les solutions de Deleuze, et on essaie de traduire ça en taux d'amortissement dans un sol homogène. Donc là j'ai pris pour le cas B égale à 20, une fondation d'emprise circulaire, d'emprise superficielle, avec un diamètre équivalent de l'ordre de 20. Un sol moyen, Vs égale à 200 mètres par seconde, et là je suis avec la solution de Deleuze, ça veut dire que j'ai une épaisseur qui est infinie. Et là ce que je vous présente, c'est le taux d'amortissement radiatif. Je viens de côté le taux d'amortissement matériel, uniquement radiatif, mode vertical, horizontal et en basculement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de 2-3 Hz, je suis déjà à 30%. Donc dès qu'on va utiliser ça, on va se rendre compte que finalement, et ça j'ai appliqué un facteur 1,5, donc j'ai pris que la moitié. Donc je suis déjà à 30% pour des niveaux de fréquence qui vont correspondre à la majorité des ouvrages qui vont nous intéresser. Et en réalité, si on tient compte du fait que le sol n'est pas infini et qu'il y a une épaisseur, imaginons que le substratum sismique il est situé à 20 mètres de profondeur, et en fait, on va se rendre compte que les effets d'amortissement radiatif ne se développent pas tout de suite, ils se développent qu'à partir d'une certaine fréquence. Donc dans les fréquences qui vont nous intéresser, on a en réalité zéro effet d'amortissement radiatif.
Donc on peut faire un facteur 1,5, 3,5, on peut faire tous les calculs de fourchette qu'on veut. En réalité, on aura toujours des amortissements radiatifs qui se déclenchent beaucoup trop tôt par rapport à la réalité. Alors, ce qu'il faut retenir, les enjeux liés à la ISS. Donc, je pense avoir illustré un peu rapidement les efforts, les sollicitations, les déplacements. La question de la déformabilité du sol, donc que ce soit en statique ou sous séisme. Donc là aussi, la marge de progression. Donc, c'est la prise en compte des effets fréquentiels, c'est bien, mais à condition d'avoir le bon point de départ. L'importance du zonage dans la définition des coefficients de réaction, pareil, c'est quelque chose qui est valable en statique ou sous séisme. Notion de matrice de souplesse, également quelque chose qu'on peut étendre sous séisme. Ça veut dire à ce moment-là, les coefficients de la matrice, c'est quelque chose qui va varier avec la fréquence. Et puis, j'ai insisté, je me suis forcé pour avoir illustré la continuité avec les formalismes statiques et l'importance du modèle géodynamique. Voilà. Merci.